Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, c'est le podcast basket des équipes de The Playoff. On se retrouve pour un nouveau podcast, une nouvelle semaine de saison régulière et de NBA Cup aussi qui a eu lieu. Là. On va pouvoir en parler, on va aborder plein de points encore ensemble dans cette émission. Le tête-à-tête se poursuit depuis quelques semaines maintenant et c'est un plaisir toujours d'être avec lui. Salut Yannick. Salut Chris, salut à toutes, salut à tous. Ravi également de pas être pollué par des fans de Boston, donc c'est encore mieux. Bon, on la salue évidemment et on salue aussi tous les camarades qui viennent de temps en temps dans l'émission, qu'on espère retrouver aussi en 2026. On fait les appels, ils le savent et on sait que les agendas des uns et des autres sont pas toujours évidents. En tout cas, nous on est fidèles au poste et on est là pour vous accompagner encore dans cette émission avec un programme évidemment toujours chargé et toujours intéressant. En tout cas, on l'espère pour vous qui nous écoutez. On va faire notre petit récap express dans quelques minutes. On va revenir sur les demi-finales de la Cup, ce qui a marqué un petit peu la semaine NBA quand même. On en avait parlé, d'où Yannick, la semaine dernière dans notre débat autour du format de la Cup. On va pas refaire la discussion maintenant, on va plus se faire focus sur les matchs, mais on vous invite à aller réécouter ce débat-là qu'on a eu tous les deux si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller écouter tout ça. On enchaînera, on fera un petit focus français. On avait parlé de Maxime Reynaud la semaine dernière et de ses gros stats, mais on s'est dit, et toi en particulier, Yannick, on pourrait aussi, pourquoi pas, parler des autres Français parce qu'ils sont quand même 19. On va peut-être pas parler des 19 pendant à chaque fois 10 minutes, mais on fera un petit focus sur voilà, j'allais dire le troupeau français, non, mais sur le contingent bleu, blanc, rouge qui est en NBA cette année. Et ensuite, notre petit débat autour du Thunder. On garde l'intitulé pour le débat. On fera notre petit agenda de la semaine aussi, le ou les matchs qu'on a notés dans nos agendas. Et vous terminerez l'émission avec la pastille d'Eliott, la quatrième chronique Eliott N1 cette semaine. Eliott a eu la chance de pouvoir discuter avec Maxime Reynaud. On en avait fait un petit focus la semaine dernière, on va en reparler là. Et donc là, vous aurez Maxime Reynaud en interview exclusive avec Eliott. Il y a des extraits qui sont déjà dispo sur les réseaux, mais là, vous aurez une bonne partie de l'interview qui a été, alors Yannick, je sais pas si tu as vu, mais qui a été quand même relayé par des gros médias français qu'on salue de basket, dont le principal, qui a été relayé par le compte Twitter et Instagram d'NBA France aussi. Donc voilà, Eliott, notre chouchou qu'on adore et on est fiers de l'avoir dans l'équipe, performe de plus en plus et le travail paye et est salué par la communauté basket francophone. Ah, tout à fait, on est très très fiers de notre petit Eliott. Je sais qu'il est extrêmement suivi dans le monde du basket. Ouais. C'est pas un secret. J'ai quelques amitiés dans le monde du basket et on me dit ah ouais, tu connais Eliott? Ah ouais, ok. Donc voilà, il commence à se faire son petit nom et on est très très content d'avoir contribué à son éclosion. Ouais, complètement. Et tu sais que, alors, juste pour la petite anecdote, c'était pas prévu, mais je faisais un live de carte NBA à côté, je vous raconte ma vie, on s'en fiche un peu, mais je faisais ça il y a quelques jours, et donc je discutais avec les gens qui étaient présents avec moi sur le live, et je commence à parler un petit peu du podcast, de ce que je fais avec toi, Yannick, et toute l'équipe, tu vois. Et Ouais. le gars avec qui je discutais, il y avait plusieurs, mais un gars en particulier avec qui je parlais, il me dit ah ouais, ok, je connais pas et tout machin. Je dis ah en plus nous cette année on a un jeune journaliste, Eliott, qui est sur les réseaux et tout. Ah oui, attends, Eliott, j'adore ce qu'il fait sur Instagram, je le suis, j'adore ses interviews. Et donc du coup il a fait la passerelle avec le podcast que nous on propose cette année. Donc c'est vrai qu'il est vraiment suivi, et même outre-Atlantique, hein, il y a des vrais relais. Donc bon, bref, voilà, on t'a fait tes 5 minutes Eliott de gloire, on fera pas ça chaque semaine, mais voilà, on voulait Alors saluer. on attend les virements. Hein. Ouais, exactement, c'est ça. En plus là, il y a C'est les bientôt étrennes qui Noël. vont. Les étrennes, les fameuses étrennes, tu vois. Donc voilà, mais n'hésitez pas à aller suivre Eliott, évidemment, sur ses réseaux. Et donc, une fois toutes les 2 semaines, dans le podcast à la fin de l'émission. On va y aller, si Ouais. tu veux, avec notre récap. Et on va commencer, tiens, par l'actu chaude, on va dire, ou ce qui s'est déroulé là dans la fin du week-end. C'était les demi-finales de la Cup. On avait donc 2 affiches, évidemment. On va commencer par l'affiche de l'Est. C'était l'affiche de l'Est. Il y a 2 équipes à l'Est et 2 équipes à l'Ouest. Le match entre Orlando et New York. Et Yannick, les Knicks retrouvent les finales. Alors, c'est pas les finales NBA, mais retrouvent des finales quand même. Depuis, c'était quoi la dernière? C'était 99 du coup? Oui, c'était 99. C'était 99. On s'en plaint pas. Voilà. Je suis hyper superstitieux, donc je dis rien. Je ne dis rien.
Je bouge pas. Je bouge Bon, pas. Et je tiens à saluer mes camarades avec qui j'ai un petit groupe sur WhatsApp. ouais. Donc voilà. C'est que des fans new-yorkais, tout ça. Oui, 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 oui. Ah oui, Oui. bien sûr, bien sûr. Alors, si on trouve un fan de New Jersey, on le conchit. Il est banni direct. Bon, sur le match un petit peu, belle victoire de d'Enix, encore portée par un énorme Bronson. Je crois qu'il termine À à 40. 40 pions, quelque chose comme ça. Ouais, il faut que j'arrive à retrouver le match, mais je le retrouve pas évidemment sur mon téléphone. Mais bref, euh, 40 points, 4 ouais, rebonds, c'est ça. 8 passes. Les titulaires ont passé beaucoup de temps sur le terrain. Le Ouais, banc un peu 38 moins. minutes pour Bronson. Ouais. Ouais, c'est un vrai match où tu mets tes titulaires. Voilà, Mike Brown Hmm. voulait vraiment gagner le match. Euh, Maintenant, c'est la finale. En fait, ça sert à rien d'aller en finale si tu gagnes pas la finale. Les finales, Ouais. c'est fait pour gagner. Donc voilà. Euh, que dire de ce match? On savait beaucoup de choses sur cette équipe. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans la semaine sur l'impact de Josh Hart. Euh, Encore une fois, 12 points, 6 rebonds, 6 passes. C'est vraiment. Je trouve que la bascule d'Elix, c'est vraiment son arrivée. Euh, il y a maintenant 2 ans. Je suis content de ce que je vois. Je garde toujours ce que j'ai dit en début de saison sur Mike Brown. Hmm. Euh, voilà, il y a des rumeurs autour. Je pense qu'il y aura des ajustements sur cette équipe. Euh, Surtout s'il y a victoire sur la Cup, il risque d'y avoir de vraies ambitions encore plus élevées. Et voilà, donc ils avaient gagné Orlando fin de week-end dernier. Euh, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cohérent ce qu'ils proposent avec un basket. On est dans une continuité de ce qui s'est passé l'année dernière, mais avec des standards un peu plus modernes. Donc, à voir ce que ça va donner sur la suite. Bah ok, ouais. Donc Bronson ouais, à 40 points, 8 passes dans le match. Gian Unobi aussi qui était présent dans le 5. Bon, tous les starters, tu l'as dit, ont été plutôt présents. Le Josh Hart, c'est vrai que bon, il fait 12-6-6, c'est très bien. Mais au-delà des chiffres, en fait, c'est vraiment son impact et son l'importance qu'il a dans l'équipe, tu vois, d'un point de vue évidemment terrain basket, mais même dans tout ce qu'il apporte autour, tu vois. On l'a dit et répété plein de fois dans les sessions de playoff qu'on a eues les années précédentes. Josh Hart, c'est, on va dire, le poumon pour rester poli de cette équipe d'Enix quand à côté tu as un mec comme Bronson qui est le leader, qui est la star et qui est là pour planter les paniers, pour être clutch. Et il a encore été très très fort dans ce match-là contre le Magic. Alors un Magic quand même qui jouait déjà sans les Wagner et qui a perdu Jalen Suggs. Donc alors là, nous, au moment où on tourne, on n'a pas d'informations sur la durée d'indisponibilité de Jalen Suggs, mais il est sorti, là, il a joué un petit peu moins d'une demi-heure. Il avait de l'impact en plus un Suggs. Sur le match, il termine Oui. à 26 points. Il a mis pas mal de paniers en première mi-temps. Mais voilà, Sacré une joueur. équipe du Ouais, mais c'est clair, sacré joueur qui peut prendre feu. Moi, je me rappelle d'un match que j'ai vu là, c'était il y a quelques semaines, c'était contre les Sixers où il avait pris feu. Alors, il avait pris feu, pareil, il avait planté plus d'une vingtaine de points en première mi-temps et il avait pris feu aussi dans sa tête parce qu'il était parti chauffer avec je crois que c'était avec André Drummond. Tu sais, c'était la fameuse scène où Drummond Ouais. il faisait le boxeur là, tu vois, il se mettait en garde et du coup Suggs avait été éjecté. Donc c'est un mec qui peut vraiment prendre feu. Donc là, à voir combien de temps il va être absent. Mais une équipe du Magic peut-être un petit peu trop diminuée face à cette équipe quand même des Knicks qui, bah, moi je trouve que, alors offensivement, ça va quand même, on voit des choses, comme tu dis, peut-être plus modernes que ce qu'on pouvait voir avec le coaching précédent, mais alors je trouve quand même on perd, comment on va dire ça, on perd un peu de la grinta défensive, tu vois, j'ai l'impression que parfois il y a un côté, on va pas tout miser sur l'attaque, mais on est un peu plus focus sur une partie du terrain plutôt que l'autre. Et moi, ce que j'ai bien aimé avec ces Knicks là d'il y a 1, 2, 3 ans, 2 ans. c'était vraiment ce côté on va tout lâcher, on va tout mettre sur le terrain tous les soirs. Et en playoff encore plus. Donc là, bon, on n'est pas en playoff, mais on était sur un match coup près. Et là, le score est quand même haut. Hein. Il est à 132-120. On est sur un bon scoring. Les Knicks qui mettent quoi? Ils mettent 71 points en première mi-temps.
Donc, tant mieux ça gagne et tant mieux ça performe. À voir quand on sera sur des enjeux un peu plus serrés et des matchs qui auront un tempo plus lent. Tu vois. L'objectif pour les Knicks, c'est surtout d'augmenter le nombre de possessions, donc c'est pour ça. C'est pour ça le score. Je suis, j'ai toujours mais c'est peut-être mon côté ancien qui me dit, ouais, je sais pas trop, mais il y a quand même, ils ont une bonne tête pour sortir quand même, hein, à l'est. Pour sortir de l'Est, tu veux dire, ouais. Ok. Ouais, Pour ouais. les playoffs, hein, on précise évidemment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je reste persuadé que s'il y a une opportunité pour upgrader cette équipe, ils le feront pour faire un contender autre que juste aller en finale NBA. Leon Rose, enfin le président est très très bon. Il a toujours fait des très bons moves. Voilà. Moi, je vais juste quand même tirer une sonnette d'alarme sur notre Français Gershon Yabusele. Il joue quoi? Il joue On- 3 minutes hier. Hier, oui, pour nous c'était hier, mais pour vous c'était un peu plus tard. Ouais, il joue 4 minutes, un peu moins de 4 minutes. Ouais. Moi, je pensais qu'il aurait un peu plus de temps de jeu et je pense que Mike Brown vraiment euh, ne sait pas le faire jouer et n'a pas envie de le faire jouer. On n'a surtout pas envie de le faire jouer. Bon, on pourra en parler quand on fera notre focus dans quelques minutes sur les Français, mais Ouais. t'as raison d'en parler. Rapidement, on va balayer l'autre match, même si, alors, il était quand même, en termes de tension, il était quand même très très fort. Le match entre les Spurs et le Thunder, on sait que ces deux équipes vont s'affronter 3 fois au mois de décembre. La première confrontation, donc c'était là pour cette demi-finale de la Cup. Il y aura une autre confrontation donc à Noël, c'est le match qui est à 20h30 le 25 décembre, et ils se retrouveront juste avant un alors l'équivalent d'un back-to-back, on va dire, dans la nuit Ouais. du 23 au 24, je crois, mais bon, bref. Donc, on sait que ces deux équipes vont s'affronter 3 fois au mois de décembre. Il y a eu ce premier match-là, donc dans le cadre de la NBA Cup. Match très serré, match très tendu, très intéressant à suivre. Il y a eu le retour de Victor Wembanyama qui a joué 20 ou 21 minutes là, 21. qui était 21 minutes et qui était impactant, on va en parler. Et donc cette victoire des Spurs, victoire de San Antonio contre donc cette quasi invincible, cette équipe quasi invincible qui est le Thunder cette année. Et donc les Spurs qui vont aussi aller en finale de la Cup, donc contre les Knicks, on pourra en parler vite fait 2 minutes, mais juste avant sur ce match-là, ça a vraiment été un match de basket très plaisant à suivre, avec des côtés forts, des côtés faibles des deux côtés durant le match. Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai pu le regarder là en replay et j'ai vraiment pris plaisir à regarder au-delà du cadre de la Cup. Tu vois, je pense que le cadre de la Cup a fait en sorte que ça monte encore plus en tension parce qu'il y avait le côté match couperé. Mais déjà, rien que le match entre les deux équipes était déjà très cool. Ouais, bah exactement. Euh, déjà, c'est agréable de voir le retour de Victor Ouais. Wembanyama. Euh, Il y a beaucoup de choses à tirer de ce match. On va peut-être on va en parler plus tard. Hmm. Je trouve que ça parle plus pour OKC que pour San Antonio. Ok, bon, comme on va débattre un petit peu du Thunder tout à l'heure, ce sera l'occasion, mais juste quand même, Ouais, donc on rappelle le score 111-109 pour les Spurs, juste donner 2-3 chiffres, hein. T'as quand même 4 joueurs des Spurs qui terminent à plus de 20 points, même à 22 ou plus, donc t'as De'Aaron Fox, Stephen Castle, Victor Wembanyama en sortie de banc, et Devin Vassell qui termine meilleur scoreur avec 23 points, donc il faut quand même 4 joueurs de ton équipe à plus de 20 points pour aller battre cette équipe du Thunder, qui, malgré un Shea Gilgeous à 29 points, a arrosé complet à 3 points. Il faut que je retrouve la stat, elle est horrible à 3 points. Il termine à 9 sur 37, donc ça n'a vraiment pas été bon sur cette partie-là du terrain pour l'équipe. Et pourtant, ils ont été là tout le match. T'as un Alex Caruso, encore une fois, qui nous propose un très gros quatrième carton. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir, alors il propose un bon match, mais il va planter des gros paniers là dans le quatrième carton. Lou Dort aussi qui va planter quelques paniers. Hartenstein en début de match qui est intéressant sur les alley-oops, etc. Bon voilà, le Thunder a perdu. Chez Gilgeous l'a dit en conférence de presse que pas dire que ça allait leur faire du bien, mais que c'est vrai qu'ils se voyaient peut-être un petit peu trop fort, trop vite, et que du coup, si tu mets pas
comme dit Jacques Monclar en général qu'on salue, les fameux ingrédients, tu sais, en début de match, et ben en fait tu te fais cueillir. Et là, tu as une équipe des Spurs jeune qui a la dalle, qui voit la potentialité d'une finale pour cette jeune équipe, tu vois. Alors ça reste certes que la Cup, mais c'est une finale, et comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu vas en finale, il faut la gagner. Donc voilà, cette équipe a eu peut-être un petit peu plus faim que le Thunder, avec en plus un OKC qui était vachement maladroit. Mais franchement, super match à suivre. Et donc ça donne envie de revoir les prochains affrontements là durant le mois de décembre entre ces deux équipes. Et par contre, j'aimerais pas être le prochain adversaire d'OKC en saison régulière, parce que je pense qu'ils vont être un petit peu vénères, tu vois. Faudrait que je regarde contre qui ils jouent, tiens. Ils vont jouer contre... Ah bah tiens, ils vont jouer contre les Clippers. Bon, bah voilà. Bah, complètement. Après, je pense que c'est l'équipe. Les Spurs sont vraiment l'équipe kryptonite Ouais, pour Casey. Et je pense que sur une série, ils aimeraient pas trop les jouer pour pas le lâcher de gomme. Je pense qu'ils sont encore au-dessus. oui, clairement. Mais C'est l'équipe, ouais, c'est l'équipe relou. Tu vois, un peu comme l'année dernière contre Denver, où toi ça va en 7 et tu. Alors ils ont été au bout le Thunder, donc voilà, mais tu sais, c'est vraiment l'équipe. Tu vas, comme tu dis, tu vas user de la gomme et tu vas consommer beaucoup de ta batterie, on va dire. le problème, le vrai problème, c'est que là où ils ont l'habitude de dominer, ils dominent pas tant que ça. Parce que De'Aaron Fox, le duel De'Aaron Fox SGA, ok, il est déséquilibré par rapport à SGA, mais pas autant que d'habitude. Et comment il s'appelle, Victor Wembanyama sur Chet Holmgren, il y a 2 classes d'écart. Et après sur les ailes, San Antonio peut faire la maille. Alors si c'est très bien coaché sur faut gagner 4 matchs, C'est ça. ils peuvent embêter beaucoup plus OKC que d'ordinaire. Bon. Donc tu vois, en fait, c'est pour ça que je pense que San Antonio est vraiment l'équipe qui peut embêter. Et du côté de San Antonio, le problème c'est d'arriver jusqu'à OKC. Et je pense que d'autres équipes l'embêteront plus que les autres équipes embêteront OKC. Ok. Ouais, bon, après, c'est clair que le Tu vois, parcours. tu vois ce que je veux Oui, dire. oui, je pense qu'on a compris. Bon, en tout cas, j'ai compris. J'espère que vous aussi, qui nous écoutez, vous avez compris l'idée. Mais donc, voilà, le match entre les Spurs et le Thunder. Juste vite fait, en une minute, là, sur cette Ouais. finale de la Cup, là, qui donc a lieu dans la nuit de mardi à mercredi, 2h30, à suivre sur Prime Vidéo, tiens, si vous avez l'abonnement. Bon, comme tu l'as dit, l'idée évidemment, c'est d'aller gagner cette finale-là. On sait aussi qu'il y a de l'argent en jeu. Il y a plus de 500 000 dollars pour les joueurs qui gagnent, sachant que là, ils ont déjà assuré 200 000 et quelques dollars. Alors pour les joueurs stars, c'est pas nécessairement le truc le plus important, mais on a entendu Brunson aussi dire que, alors il jouait ça aussi pour peut-être les joueurs du bout de banc ou ceux qui avaient des contrats courts, ou alors même pour des mecs du staff qui allaient toucher aussi de l'argent. Et on sait que bah, c'est quand même le nerf de la guerre, Ouais. que ce soit en basket ou même dans la vie de tous les jours. Donc, on avait entendu aussi à l'époque Yanis en parler avec les Bucks autour d'un jeune joueur rookie l'année dernière, je crois. Ouais. New York, San Antonio, rapidement, comment tu vois un petit peu ça? C'est une belle affiche sur le papier quand même. Il y a des joueurs stars partout. Il y a des joueurs clutch sur les bases arrières, sur le front de courte. Ça promet un match cool quand même. Oui, après, ça va dépendre du temps de jeu de Victor Wembanyama. Et Ouais, là il comment a ils joué donc vont. comme tu as dit 21 minutes, ouais. Bah, pour moi, c'est ça. Et en fait, ils prouvent, tu vois, dans la semaine, il y avait des vidéos qui ont sorti en disant meilleur joueur, tout ça. Il a dit, bah, moi, je suis le prochain meilleur joueur. Oui. Le truc, le garçon, il prouve, quoi. Donc, c'est pénible. Bon, j'espère qu'il fera un match sans. Pas que je veux absolument un titre pour les Knicks, un titre au rabais, hein, on va être. La Coupe de la Ligue, Mais comme on l'a dit la semaine dernière. ouais, voilà. Mais après, ça fait toujours, ça fait tellement longtemps, ça fait depuis 1973 qu'il n'y a rien eu du côté de New York. Donc, ce serait cool. Est-ce qu'il y En aura tant une que fan, parade? Est-ce qu'il y aura une parade à Manhattan si non. Non, non.
Non, c'est bon. Et on n'est pas les Broad James, hein, non plus. Bah non, mais quand tu voyais toute, regarde, rappelle-toi quand ils étaient rien qu'en demi-finale de conférence, là, c'était contre les Pacers, tous les soirs, c'était l'orgie sur la 5e avenue. Donc, Oui, alors c'était la septième, s'il te plaît. le Mais attends, 7e, la pardon, je connais pas New York par cœur. Pardon. septième, huitième, voilà. Voilà. Non, 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 non. Mais après, je pense que le peuple new-yorkais attend ça et voilà. On regarde Bon, ça ok. d'un œil, voilà. Non, mais Et on sait, oui, mais t'es content on d'avoir ton sait- équipe en finale. Après, tu vas pas, oui, voilà, tu non, vas pas on inviter est 15 content de si ton équipe gagne. Oui, Voilà. mais voilà, mais tu vas pas inviter 15 de tes potes à regarder le match, tu vois, en mode, allez, tiens, c'est peut-être la coupe, comme tu dis, depuis 50 ans, tu vois. Non, mais Tu seras par content contre, s'il la gagne, mais non, en revanche, si tu croises quelqu'un avec des Santiago, tu es capable de lui mettre une droite. d'accord, ok. Non, mais Euh, faut dire ce qui est quand même. oui, oui, non, mais tu fais bien, Yannick. Donc, le match, Ouais, dans la nuit de mardi à mercredi, San Antonio, New York, donc ça sera la finale de cette NBA Cup, la 3e édition. On va enchaîner, tiens, avec notre petit focus sur les Français, là. On voulait en oui. parler avec Yaya, donc on rappelle 19 Français cette saison NBA. Toujours un des plus gros contingents de la NBA en Deuxième. termes de. Oui, deuxième, oui, si tu prends. Donc, tu as États-Unis en un, je crois que c'est Canada en 2, je pense. Ça doit être ça. Donc, deuxième pays hors États-Unis, tu vois, Ouais. évidemment. Je me demande si on n'est pas devant le Canada d'ailleurs même. Non, non, je crois qu'ils sont un peu plus. Mais bon, à vérifier. Mais en tout cas, voilà, gros contingent français. On va pas tous les faire, évidemment, mais bah, je te laisse la main. Tiens, un petit peu. Est-ce que tu veux faire de l'individuel sur un mec ou deux, ou une situation plus globale? Comment tu veux qu'on aborde un petit peu tout ça? Alors, moi je vais faire du global. Il y a deux choses. C'est que la formation française fait que euh, il y a beaucoup de joueurs qui se font drafter très haut, très jeunes et qui tombent dans des mauvaises situations. Il faut être patient avec ces joueurs français. L'exemple typique, c'est Sidi Sissoko, qui a d'abord été drafté à San Antonio, qui après, pour qu'il ait du temps de jeu, San Antonio l'a envoyé à Portland. Ça a pris du temps. Il a fait un match dans la semaine plutôt très correct, qui a éclipsé les 15 points en première mi-temps de Iliad Rupert. Euh, il y a plein de choses comme ça. Il faut être patient avec ces joueurs français. Faut comprendre qu'ils partent très tôt dans des franchises qui veulent les développer et le développement NBA n'est pas le développement que l'on a en Europe. Et, euh, et c'est hyper frustrant parce qu'on se dit, oui, en Europe, ils performeraient, ils seraient dans des gros clubs. Je vais mettre un bémol là-dessus pour regarder un petit peu ce qui se fait ici en Europe. Tous les joueurs, tous les prospects ne rentrent pas sur le terrain au plus haut niveau de compétition qui est l'Euroleague. Donc, moi, je comprends qu'ils aillent chercher des contrats garantis avec des millions. Quand tu es drafté par des franchises qui ont un vrai projet, oui, c'est cool. Le problème, c'est que il y a beaucoup de casse avec la NBA. Il faut comprendre c'est la plus grosse ligue du monde, c'est celle qui rémunère le plus, et il y a beaucoup de casse. C'est difficile de se faire une place et le problème, c'est qu'il faut réussir à se faire sa place. Ouais. Alors, très honnêtement, moi, je vais. Alors, il y a un côté, tu sais, quand on peut écouter à droite, à gauche, et en respectant évidemment les avis de chacun, mais il y a le côté un peu franchouillard où on se dit, ouais, ok, ah bah on a 19 Français, c'est magnifique, on est un des plus gros contingents, tout ça, machin. Mais en fait, après, quand tu regardes individuellement, alors chaque situation est différente et tout ça, mais alors si tu prends au global et que après tu réduis ton prisme, mais d'abord au global, la situation, elle est pas folichonne, en fait. Il faut se dire les choses. C'est pas parce que tu as plein de Français, que tu es Français, que tu dois dire que tout est merveilleux, tout est beau. Non, c'est assez compliqué quand tu prends la masse générale. Je trouve que globalement, c'est pas dingo, faut le dire. On a connu des années où il y avait peut-être moins de joueurs français dans la ligue, mais leur impact était plus important dans des équipes avec dans des situations différentes. Mais là, globalement, je trouve que c'est quand même assez compliqué. Après, si tu réduis un petit peu ton prisme petit à petit, tu peux faire des focus.
déjà, tu as des situations différentes. Tu vas avoir les jeunes joueurs, tu vas avoir les joueurs expérimentés et tu vas avoir les vétérans. Toi, les vétérans, des mecs comme Nicolas Batum. Bon, il est dans le marasme des Clippers. On est désolé pour lui, mais on sait aussi qu'il est resté à Los Angeles pour sa famille. Mais tu vois, avec tout le respect que j'ai pour Nico, on Il n'attend a fait pas carrière. nécessairement des dingueries de lui cette année. Ok? Donc, voilà. Après, t'as un gars comme Rudy Gobert à Minnesota. On a suffisamment parlé de Minnesota dans le conseil de glace. Moi, Rudy Gobert, c'est un joueur français que j'aime bien, mais sur lequel j'ai toujours vu je suis pas le seul, mais on a toujours parlé des limitations. On a toujours parlé aussi de ce fameux palier là et les Wolves qui vont 2 fois en finale de conférence, mais qui passent pas le palier. Il n'y a pas que Rudy Gobert à mettre dans l'équation, mais il en fait partie. Donc, et c'est plus à son âge aujourd'hui qu'on va lui demander d'avoir un changement drastique dans son évolution de jeu. On connaît ses forces, on connaît ses failles. Il faut faire avec. Euh, Après, si tu réduis, tu as les joueurs, on va dire, un petit peu plus à qui commencent à être expérimentés. Et là, moi, c'est là où, tu vois, ça commence à me gêner. Je vais prendre. Alors, tu as parlé de Gershon. Bon, là, Gershon, c'est le côté mauvais endroit, mauvais moment, j'ai envie de dire. Parce qu'il était Ouais. revenu. Donc, il avait fait une première expérience en NBA qui n'a pas marché avec Boston. Il était reparti en Europe. Il est revenu au NBA là où il avait. On se rappelle qu'il avait fait un gros sacrifice salarial pour rejouer avec les Sixers. Il avait performé dans cette équipe de Philadelphie qui était complètement ridicule, très ridicule l'année dernière, on va dire, où il avait du temps de jeu, il avait montré des belles choses. Là, il a été au Knicks. Bon, on en a parlé tout à l'heure, on va pas nécessairement revenir dessus, mais moi, tu vois, un mec qui commence à être expérimenté, qui commence à prendre des galons, que ce soit en équipe de France ou même qui commence à avoir quelques saisons NBA, qui me gêne, moi, c'est Bilal Koulibaly. Et c'est vraiment un joueur français que j'aime particulièrement. J'adore son style de Ouais. jeu. J'aime bien le voir en équipe de France. Et un gars, tu vois, quand il joue avec le maillot bleu, bah, je vais aller regarder parce que c'est l'équipe de France, mais parce que t'as Bilal. Et en fait, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué en ce moment pour lui. Alors, on sait qu'il a eu cette sale blessure là. Il a du mal à revenir. On avait aussi parlé avec toi, Yannick, dans les previews au tout début de la saison, quand on avait abordé le cas Washington, qui n'avait pas nécessairement grand-chose à voir à Washington, mais qu'une des choses qu'il fallait observer, c'était le retour de Bilal Koulibaly et s'il allait pas se faire un petit peu grignoter sa place dans cet effectif-là et que si tu te fais prendre ta place ou si tu te fais prendre des minutes ou des responsabilités aux Wizards, attention, parce qu'on n'est pas dans une top team de NBA et que si déjà dans une... En fait, ce qui aurait été parfait, c'est que Bilal, dans une équipe faible qui est Washington, faut dire les choses, qui soit un moteur important et tu vois qu'il soit un maillon très fort de cette équipe-là pour ensuite, dans un développement plus lointain, se dire bah voilà, pour les autres franchises NBA, ok, ce mec-là, il est fort, certes, dans une équipe faible, mais il est fort. Donc peut-être que dans mon équipe qui est un peu moins faible que les Wizards, il pourrait apporter. Mais s'il a déjà dans une équipe qui est faible, bah ton impact, il est moins prégnant. Bah moi je trouve que ça pose question et ça peut devenir vite problématique pour la suite de sa carrière. On va peut-être pas voir aussi loin, mais pour on va dire un court moyen terme. Donc je trouve en fait que Bilal il symbolise en fait cette situation compliquée des Français. Et vas-y Yannick, je te laisse parce que je suis sur un gros Alors, monologue là. ouais, non, non. C'est compliqué parce que moi, je pense que Bilal Koulibaly, c'est un excellent joueur quand il a d'excellents joueurs autour de lui. Tu sais, il y a de ces joueurs qui ont besoin d'autres autour de lui pour être très très bon. Et typiquement, c'est lui. Et je pense qu'il a fait ses preuves. Tu vois, le match contre Milwaukee, quand il éteint Giannis Antetokounmpo, tu vois, il a montré à la ligue, il a fait un statement, il a dit voilà, Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, là, je te parle sur la régularité. oui, mais la régularité, là pour l'instant, il vient, il fait un bon match, il ressort parce qu'il est blessé, il y a un problème de physique. Oui. Je pense qu'il a prouvé et avec un rôle, peut-être pas de première, il sera jamais de première option en NBA. Il sera tu vois, typiquement, c'est le genre de gars. Je suis sûr que tu le mets dans un 5 sur une quatrième option. Tu es content de l'avoir parce qu'il te fait monter ton plancher. Et, et typiquement, lui, c'est ce type de joueur. Ce qu'il faisait au Paris Basket, tu vois. Au Paris Basket, quand il était, enfin, c'était pas le Paris Basket, c'était Paris Levallois. Avec derrière Victor Wembanyama,
comme il n'avait pas le meilleur joueur qui défendait sur lui, le meilleur défenseur qui défendait sur lui, il punissait. Et c'est ce qu'il va faire. Aujourd'hui, le truc, c'est qu'à Washington, dans le marasme que c'est, le meilleur défenseur, s'il est sur le terrain, le meilleur défenseur adverse va défendre sur lui. Oui, oui. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est respecté. Je pense qu'en pleine possession de ses moyens, c'est un joueur qui aura sa place dans n'importe quelle rotation. Et que ce soit une équipe qui joue les playoffs, que ce soit une équipe qui joue un titre. Peut-être pas en tant que titulaire dans une équipe qui joue un titre, mais un joueur qui, peut-être en sortant du banc, avec des missions très ponctuelles. Lui, je me fais pas trop de soucis pour lui. Si, encore une fois, si son corps le laisse. En revanche, il y a d'autres joueurs qui ont beaucoup plus à prouver. Parce que lui, faut pas oublier que il était un 7e de draft qui a été par Indiana, qui a été tradé tout de suite par Washington parce qu'il le voulait. Donc, si tu veux, tu as ce côté aussi pression derrière. Tu vois, il est sur sa 3e saison. Là, il est un peu blessé, mais il reste encore un joueur jeune de 21-22 ans. Oui, non, mais je te dis pas qu'il est au fond du seau et qu'il faut le trader. Je te dis pas ça du tout. Mais on est d'accord. Le fait de, en fait, l'état physique qui est pas à 100% fait qu'on retrouve pas le joueur impactant des deux côtés du terrain. Parce que Bilal, on a d'abord appuyé sur son aspect défensif et je suis totalement d'accord avec toi sur ce que tu as dit. Mais il a aussi montré qu'il pouvait claquer des grosses perches de l'autre côté du terrain. Et donc, on sait qu'en NBA, les équipes, tu peux être un très bon défenseur. Si tu fous pas un panier dedans, tu vois, je vais te prendre un exemple. Alors, Robertson. Merci, André Robertson. Tu vois, moi, c'est un mec que j'ai adoré, mais c'est un mec qui pour finir à l'Asvel. Non mais voilà, mais il te plantait rien, tu vois. Regarde, un mec même comme Dort, par exemple, ou alors Dort maintenant c'est devenu une arme, une grosse arme à 3 points, même si en playoff des fois ça a été compliqué les dernières, mais ça devient une vraie option offensive dans cette équipe du Thunder. Mais d'abord Dort, il a été la signature de ce mec-là, c'était d'abord l'impact défensif, tu vois. Donc et ensuite, il a su progresser et montrer une constance et un vrai impact de l'autre côté du terrain. Et du coup, quand tu deviens un joueur impactant autant en attaque qu'en défense, donc là, ça devient important. Donc attention, je tire pas à boulet rouge sur Bilal, qu'on s'entende bien. C'est juste que, pour moi, dans mon prisme, je trouve que c'est l'exemple de cette situation française qui est quand même un petit peu problématique. Et je termine juste sur mon petit propos où je continue à filtrer mon prisme et après je viens plutôt sur les joueurs de jeunesse. Tu as la belle embellie Maxime Reynaud. T'en as très bien parlé Yannick la semaine dernière. On aura l'occasion de l'écouter tout à l'heure avec Elliot. Il performe super bien. Mais en fait, à côté de ça, bah la jeunesse, la belle jeunesse française un peu fraîche, bah c'est compliqué pour des raisons évidemment à chaque fois différentes. Un mec comme Noah Sengue, il a pas eu sa chance aux Bulls, il est blessé. Un mec comme Noah Pender, Orlando, ça joue pas beaucoup. Nolan Traoré à Brooklyn, bah, il a une concurrence de fou dans une équipe faible, mais il n'arrive pas à trouver sa place. Donc, c'est compliqué. Quand tu prends le cadre général, moi, je suis désolé, je pense qu'il faut le dire, c'est pas fou, tu vois. Alors, je vais essayer d'être mesuré dans ce que je vais dire, mais pour moi, il y a un truc, c'est que les joueurs français, on peut pas leur reprocher de vouloir s'inscrire à la draft et d'aller chercher le pactole. Ça change une vie, on est d'accord, même si tu as un contrat premier tour, tu as un contrat garanti de 5 ans et tu prends de l'argent. Très bien. En termes de projet sportif, tu sais que tu vas te retrouver dans une franchise dysfonctionnelle et tu vas passer du temps. Et que ce soit un joueur français, un joueur américain, un joueur européen, quand tu as 19 ans, tu n'es pas prêt pour jouer en NBA. À part quelques rares exceptions, et c'est vraiment à la marge, tu n'es pas prêt. En gros, si tu n'es pas numéro 1, et encore pas tous les ans, on l'a vu malheureusement,
numéro 1, numéro 2, tu n'es pas prêt. Ça veut dire que et surtout, tu n'es pas prêt et tu vas arriver dans une franchise qui ne gagne pas. Et à part quelques rares exceptions, tu peux pas changer la face à toi tout seul, la face d'une franchise. Et on se retrouve avec des joueurs qui ont aucun passé basket, qui se retrouvent dans des franchises où ils sont noyés dans la masse. J'ai suffisamment ici critiqué OKC et ce qu'il faisait. Ça a cliqué au bout de combien de saisons? Ils ont passé combien de joueurs? Tu vois un joueur comme Théo Malédon, qui était un deuxième tour, mais qui devait être au premier tour, qui est arrivé à NBA à 19 ans, qui a perdu 3 ans, qui maintenant s'est relancé en Europe parce que c'est un fort joueur, qui maintenant est au Real Madrid, qui est titulaire du Real Madrid. Il y a des joueurs qui rêvent de NBA, ne sont pas faits pour jouer en NBA. Et oui, on envoie des joueurs, très bien. Je ne suis pas sûr que tous soient prêts pour ça. L'avantage des joueurs européens, c'est quoi? C'est qu'ils ils sont devenus pros très très jeunes, aux alentours de 16 ans. Les joueurs, l'avantage, c'est que les joueurs américains ne savent pas faire ça. Ils savent juste être la star. Ils arrivent dans des contextes vraiment très particuliers. Et le problème, c'est qu'il va falloir s'adapter vraiment parfaitement par rapport à ça. Et tous ne sont pas capables. Et tu parlais des Français. Quand tu as un Nolan Traoré qui est un des plus forts prospects de sa génération se retrouver à Brooklyn, ok, il y va. Il aurait mieux fait de dire, ok, les gars, prêtez-moi en Europe et je vais aller jouer en Europe, je vais me développer et vous m'appelez quand vous avez une vraie place pour moi. Non, mais est-ce que tu peux te permettre de le faire aussi, de dire ça, tu vois, alors que comme tu l'as dit en début de propos, l'appât des lumières, les strass et paillettes, l'argent, le côté, bah voilà, j'arrive dans la plus grande ligue du monde, tu vois. Les franchises sont capables de drafter des prospects européens, de laisser en Europe avec bien sûr. un coach individuel qui va avec le joueur en Europe. Oui, d'accord, voilà. Mais tu vois, pour reprendre l'exemple de Brooklyn, ça fait partie de ces quelques équipes là où tout est dysfonctionnel. Tu vois, les mecs à la draft, ils draftent que des meneurs. Donc déjà, ça montre qu'il n'y a pas de cohérence dans les choix. Donc après, c'est un sujet plus global sur, tu vois, les choix et la stratégie dans les bureaux, tu vois. OKC a fait pareil. OKC a fait pareil. Il faut pas oublier que pendant une fois la période Russ West et Paul George finie, c'était un cimetière aux éléphants. Donc, ils font pareil. Ils draftent au kilo et, et après, on survit. Donc, et il y a un joueur qui est pas bon, pas grave, il y en a un autre. Allez, on a drafté 5 joueurs, 5 meneurs, pas grave. Et peut-être que celui qui fera la baille sera le 4e, mais peut-être le 5e, peut-être le 3e. Ouais, bon, sur le côté lessiveuse, tu vois, je te rejoins. Et comme tu dis, après ça reste un business et on sait que ça peut être, c'est des jeunes hommes derrière. Hein. Mais il faut que pour moi, je pense que les Français qui y vont, il faut qu'ils sachent à quoi, où ils mettent les pieds. Il ne faut pas croire que parce que tu es drafté, c'est une fin en soi. Ouais. Mais je vais prendre un exemple, Ryan Rupert. Je pense qu'il bénéficie à plein du changement de coach pour X ou Y raison, mais que ce soit Thiago Splitter qui a coaché à Paris, qui est un ancien des Spurs,
arrivent et rebattent les cartes. Et oui, ça va être compliqué parce que c'est un jeune joueur. Mais ce qui fait 14 ou 15 points en première mi-temps, bah, c'est chouette. C'est Bah chouette. oui. Et il va falloir qu'il continue. Et on sait que la famille Rupert, c'est une grosse famille de basketteurs. On pense très fort à son papa et sa sœur qui est une championne WNBA. Cette petite dédicace au podcast WNBA. Magnifique, bravo. La boucle est bouclée. Donc voilà, c'est un sujet très vaste. On y C'est tous ces reviendra joueurs dessus. français et il y en a plein qu'on a oubliés. On s'en excuse évidemment, mais voilà, on est déjà à 40 minutes d'émission juste sur la partie récap, hein, donc on s'excuse. Mais voilà, il fallait qu'on en parle. On voulait aborder ça et c'est un sujet en fait qui est vraiment qu'on peut prendre par de multiples prismes, par de multiples vecteurs et sur lesquels on peut faire des raccordements. C'est vraiment un sujet très très intéressant. Il faudra peut-être un jour qu'on en fasse un podcast dédié, tiens. Mais en tout cas, voilà, c'était le petit point là sur quasiment la fin d'année 2025 où voilà, moi je trouve encore une fois, faut le dire, c'est pas parce qu'on est francophone, on est français qu'il faut applaudir des deux mains et tout ça. Il faut dire quand c'est pas nécessairement dingue et globalement c'est pas fou. Et encore une fois, chaque situation est différente. On va attaquer notre débat, j'ai envie de dire. Alors on aurait dû l'attaquer plus tôt, mais c'est pas grave. C'est aussi le podcast N1. Vous savez comment ça fonctionne. On reste discuter avec Yaya. Non, mais on digresse un peu. Mais là, on n'a même pas digressé en plus. C'est ça On n'a même pas digressé, tu vois. C'est qu'on est resté débattre et discuter. Laisse-moi dans le déni. C'est ça. Bon, j'espère que vous êtes toujours à nous écouter, évidemment, et que on reste focus sur notre programme. Et là, donc, ouais. J'aimerais bien un avis des auditeurs. N'hésitez pas à venir sur le Discord. Mais oui. De mon avis avec ça. Parce que moi, je sais que là-dessus, j'ai un avis très, très tranché. Et notamment, tu vois, l'exemple Maxime Reynaud me conforte dans mon idée que c'est un métier qui s'apprend, il faut prendre du temps. Et pas partir trop tôt. Non, mais tu vois, on fera en 2026 nos vœux, nos trucs pour l'année. On a eu déjà dans le passé, mais moi j'adorerais vous avoir, vous qui nous écoutez, que ce soit de temps en temps, ou vous êtes de fidèles auditeurs, auditrices, vous nous écoutez toutes les semaines. Et Yannick, je pense que tu seras d'accord avec moi, on adorerait, voilà, il faut qu'on arrive à trouver un système, un fonctionnement pour ceux qui veulent venir sur le podcast, discuter, nous rentrer dedans s'il faut, et on débattra, on discutera. Si on est d'accord, et si vous nous dites des compliments, on sera encore plus content de vous avoir. Mais non, mais c'est vrai, c'est cool aussi d'avoir les retours. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et il faut qu'on trouve un truc. On va en parler avec la direction pour essayer de faire en sorte d'avoir davantage d'interaction avec vous qui nous écoutez, parce qu'on est d'abord là pour vous, au-delà de nos petits kiffs personnels de discuter basket, évidemment. Le débat. Ouais. On est juste d'accord que Tom ne compte pas. Hein. Non, ne compte pas. Non, on laisse. Non, les gens qui sont venus plus de 2 fois ne comptent plus, évidemment. Alors, même si c'est un fidèle auditeur qu'on salue, mais non, il ne compte plus. On veut du 109. Notre débat, tiens, on va en parler. Ouais. Autour de cette équipe du Thunder. On voulait en parler. Alors, moi, je t'ai suggéré l'idée, on va être complètement honnête avec les gens. Moi, je t'ai suggéré l'idée là dans le week-end parce que on voit les performances du Thunder, on voit plein de choses évidemment. Et il y a 2-3 chiffres qui ont été sortis par les collègues d'NBA Extra qu'on salue, toute la team la basket de Beansport, sur voilà on va dire le chemin. Les temps de passage, pour parler par rapport à l'athlétisme, par exemple, tu vois, ou à d'autres sports, la natation, ce genre de trucs, les temps de passage du Thunder sur cette première partie de saison qui est quand même qui commence à bien avancer. Je vais vous donner 2-3 chiffres, après on va discuter avec toi, Yaya, tout ça, et on va poser la question. La question déjà, je vais vous la poser, et après je donne les chiffres, on va faire dans ce sens-là. Avec son record à 24 victoires, 2 défaites, donc là actuellement pour le Thunder, quand nous on tourne dimanche soir, est-ce que OKC doit viser le record des Golden State Warriors? On rappelle 2015-2016, 73 victoires, 9 défaites, c'est le meilleur record all-time en saison régulière. Le deuxième, ce sont les Bulls de 95-96 en 72-10. Les Bulls avaient été champions quand les Warriors avaient perdu au match 7 contre LeBron James et l'équipe des Cavs dans un match 7 légendaire. Mais non, mais c'est toujours bien de le rappeler, ça remet un petit peu. Voilà. Comme de par hasard. On revient sur. Pas de LeBron James, de Kyrie Irving, s'il te plaît. Ouais, bien sûr, oui. C'est vrai que le contre, il compte pas. Le 24-2 donc du Thunder.
Donc je reprends les chiffres donc d'NBA Extra, je rappelle à nouveau. Alors eux, ils avaient fait des chiffres sur le 24-1, donc c'était avant le match contre les Spurs là, de l'NBA Cup dont on a parlé. Donc à l'époque, donc le 24-1, c'est le meilleur départ avec les Warriors après 25 matchs. Moi, le chiffre qui m'a marqué, c'est l'écart de points qu'ils mettent toujours sur cette stat de 25 points. Donc là, c'est un petit peu diminué avec la défaite, mais ils sont à plus 437 points. Donc c'est le plus gros écart de points all-time, donc dans toute l'histoire NBA, après donc ce temps de passage de 25 matchs. Voilà, ça c'est des chiffres un petit peu en vrac, tout ça. On a une équipe qui performe, mais qui ne surperforme pas, une équipe autour d'un mec encore qui peut encore cette année tout gagner chez Gilgeous-Alexander, d'un collectif fluide, d'un collectif qui tourne, d'un coaching qui sait faire les bons choix, qui est sur l'autoroute du bonheur, j'ai envie de dire. Toi, Yannick, pour répondre à la question et pour débattre de cette équipe du Thunder, est-ce qu'ils doivent se dire, tiens, on arrive à la fin d'année 25, on va arriver dans l'année civile 26, est-ce qu'ils doivent avoir cet objectif de record all-time en tête? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et plus globalement, qu'est-ce qu'on en pense un petit peu de cette équipe-là? Alors, moi, si tu veux, quand tu m'as envoyé la question, j'ai tiqué sur un peu de sémantique, c'est le doivent. Est-ce qu'ils doivent? Non. Est-ce qu'ils vont? Oui. C'est deux choses différentes. Ils ont tellement de marge. Les gars, ils jouent. Enfin, faut pas oublier que le starting five ne joue même pas les quatrièmes cartons. Alors, chez Gijus en particulier, quand même. Pas tous. Et le gars, il est à plus de 30 points et il joue 3 cartons. Bah, fin de la blague, quoi, tu vois. Sortez. Enfin, je pense que ça peut être un handicap en playoff avec les matchs serrés quand t'as pas l'habitude. Ils ont gagné des matchs serrés. Ils savent comment faire. Euh, Face à des équipes qui vont avoir plus bataillé dans l'année, ça peut être problématique. Ils vont peut-être en lâcher quelques-uns en playoff. Mais ils sont au-dessus, les gars. Ils sont complètement au-dessus. Et comme je le disais tout à l'heure en préambule, je pense qu'ils n'ont qu'une kryptonite, c'est les Spurs. Pourquoi? Parce que c'est l'équipe qui ressemble le plus dans la construction. Alors, tiens, Ouais. moi, tu vois, tu parles sémantique. Et le doigt, quand j'ai utilisé le doivent-ils, je l'ai fait volontairement exprès parce que du coup, ça impacte plusieurs choses dans la question. Pour rester sur le côté sémantique, toi, tu parles de kryptonite. Ça Ouais. veut dire pour toi, parce qu'on voit, on va pas parler de Superman, tout ça, mais la kryptonite, on comprend le truc. C'est l'ennemi. L'ennemi de Superman, ouais. Voilà. Donc, pour toi, si je prends le mot pour parler, comme tu dis, sémantique, etc., ça veut dire que cette équipe-là, si tu as une équipe qui doit les battre, c'est les Spurs Qui, et pas une autre. qui peut les embêter, oui. Ouais, Oui, mais, ouais, mais simple. est-ce qu'ils vont les embêter? Oui, plutôt. Alors, je pensais pas qu'on allait faire un débat sur les verbes et le vocabulaire, mais est-ce que tu vois, et moi, je C'est les trouve, seuls- oui, pour moi, c'est les seuls qui peuvent les embêter. Honnêtement, ils tu vont vois, les emmerder, mais ils vont pas les battre. Sur une série, c'est pas possible. À l'heure actuelle, au moment où on tourne, tu vois, au moment où on parle, personne ne peut les battre sur 7 matchs, Yannick. Même les non Spurs, mais, non mais ils vont être relous. Non, mais c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce qu'ils oui. ils vont les embêter ou est-ce qu'ils vont ils vont les sortir? Tu vois? Bon, c'est de la Alors, science-fiction, hein, mais on va être ok. En santé, ils peuvent pas les sortir. on est d'accord. Personne peut les sortir. En santé, s'ils restent en santé, personne peut les sortir. Si ils ont, par exemple, en fait, pour moi, pour moi, ce qui va définir la possibilité de d'OKC d'être back-to-back ou pas, c'est la santé de Chet Holmgren. Ok. Ok. Parce que c'est, pour moi, c'est le joueur qui a fait la bascule entre une équipe euh, play-in, une équipe play-off, et voir une équipe enfin, vainqueur de division. C'est lui le joueur. Même s'il n'a pas été bon en finale NBA, tout ça, c'est lui qui fait la bascule parce qu'il amène une dimension dans le jeu. Et dans le sens. Pourquoi je dis que San Antonio, c'est parce que
San Antonio a l'arme ultime pour contrer Chet Holmgren. Et c'est Victor Wembanyama. Et c'est quasiment la seule où ils n'ont pas l'avantage par rapport à ça. Tu vas me dire, Denver, ok, Denver. Mais à part Jokic... On l'a vu l'année dernière, ça a été chaud. Tu vois. Oui, ça a été chaud. Mais au final, ils ont laissé tellement de gomme avant, Denver, pour se qualifier avec un aussi et tout ça. Donc, et eux, ok, si, ils ont de la marche. Et si tu me dis qu'ils vont battre le record de victoires en saison régulière, je ne serais même pas surpris. Mais alors, est-ce que du coup, ils ont un effectif de 12-13 joueurs. T'imagines, même quand s'il doit resserrer les rotations, il sort un joueur comme Ousmane Dieng, un Français, qui performe quand il est sur le terrain, qui est capable d'apporter, comme tous les joueurs NBA, tu me diras. Mais je pense que ils ont redéfini, OKC a redéfini les standards de ce qu'était la NBA 2024-2025 et 2025-2026. Ok, vraiment ok. Alors, un meneur, tu vois, jusqu'à cette année, il fallait un poste 3 pour aller gagner. Il y a eu Denver qui était un épiphénomène, mais sinon, c'était un poste 3. C'est toujours un poste 3 qui faisait basculer. Là, c'est un meneur, 2 intérieurs, avec un poste 4 très grand, capable de faire jouer. On revient là-dessus. Et moi, je me dis qu'il y a beaucoup d'équipes qui se construisent par rapport à ce que fait OKC. Et c'est là où je me dis qu'ils sont forts. Et vaut mieux toujours... Ouais, qu'on te copie plutôt que ouais. être le copieur, tu vois. Bah, bien sûr. Non, mais ça montre... Vaut mieux l'original que la copie. Voilà, exactement. Ça montre clairement, oui, l'impact qu'a cette équipe-là. Et on en revient, à ce que tu disais tout à l'heure quand on parlait de Sam Presti, de toute la draft, et encore tous les tours qu'il a. C'est ça, en fait, ce qui est limite inquiétant pour... Il a 3 premiers tours. Voilà, ce qui est inquiétant pour tout le monde. Et ça sera un point que je voudrais aborder tout à l'heure avec toi, mais ce sera en fin de débat. Mais pour revenir sur la profondeur, moi, c'est vraiment un des trucs qui fait aussi la réussite de cette équipe du Thunder sur le début de saison. C'est que, donc tu l'as dit, il y a 10, 12, 13 joueurs, et je suis d'accord avec toi. Mais en plus, le truc, c'est que tu as plusieurs joueurs de l'effectif là qui ont pas joué tous les matchs. L'exemple le plus fort, c'est Jalen Williams. Le mec, il est absent au début de saison. Là, il joue 7 matchs, il est à 17 points de moyenne, il est à 5 rebonds, bon, quasi 6 passes. En fait, on retrouve le super lieutenant de Shai Gilgeous, mais ils en avaient même pas besoin pendant son absence en début de saison. Tu vois, c'est ça qui est fou. T'as des mecs, alors avec des impacts un peu moins forts, mais des mecs comme Aaron Wiggins, il a joué que 15 matchs. Hartenstein, il en a raté quelques-uns aussi. Chet Holmgren en a raté aussi un petit peu. Isaiah Joe en a raté. Lugensdort, on a joué que 17 sur les 26 là, je crois, du Thunder. Ils ont toujours des solutions. Et tout à l'heure, quand j'en parlais en préambule dans ma question, il faut aussi saluer l'énorme travail de Marc Daigneault. Alors oui, quand on te donne des super joueurs polyvalents dans tous les sens, c'est plus facile de coacher et de proposer un beau basket. Mais encore faut-il les mettre dans des bonnes conditions. Encore faut-il trouver les bons ajustements tous les soirs. Encore faut-il trouver les mots pour motiver les joueurs tous les soirs, match après match. Quand je te parlais tout à l'heure du plus 400, combien là, plus 437 ou plus 400, ouais c'est ça, d'écart. Quand tu mets des branlés tous les soirs ou tous les 48 heures, bah t'as peut-être des soirs où t'es moins dedans. Et non, à chaque fois ils vont y aller. T'as eu des matchs serrés. L'exemple là dernièrement, t'as eu un match contre Minnesota et on les a critiqués, Minnesota, moi le premier. Les Wolves ont perdu, mais les Wolves ont proposé un bon basket, ont proposé des choses contre cette équipe d'OKC, et encore une fois, le Thunder a gagné. Et tu as des matchs où ils vont en planter 20, et tu as des matchs où, en fait, c'est plié à la mi-temps. Donc, moi, je trouve que vraiment, Marc Daigneault, faut souligner son travail. C'est un coach qui a toujours fait de très bonnes choses depuis qu'il est arrivé en NBA, depuis qu'il est à OKC. Et oui, tu as l'impact des joueurs, oui, tu as la profondeur, oui, tu as le boulot de Sam Presti qui a fait venir ces joueurs-là, évidemment. C'est tout un travail de scouting, évidemment. Mais après, il faut que le coach trouve la bonne façon de les faire jouer ensemble tous les soirs.
Et je trouve que c'est pour l'instant, c'est parfaitement géré et bravo à Marc Daigneault. Tu vois. Moi, je pense que plus que Sam Presti, c'est lui qui est l'architecte du jeu. Il a su créer une hiérarchie. Faut pas oublier d'où ils reviennent. Hein. Ok, si, ils étaient au fond, ils ont tradé, ils ont pris des tours de draft de partout et ils ont pris des joueurs et ils ont été. Faut quand même en avoir pour trader Paul George contre Shea Gilgeous-Alexander et des premiers tours, quoi. Non, mais, Je suis pas complètement d'accord avec toi parce qu'on voyait. Alors, on pensait pas qu'il allait devenir aussi fort, mais on voyait déjà aux Clippers mais le côté fort de chez Gijus. Il était très jeune, mais au bout de sa première merci saison, les Clippers. Hein. Mais tous les soirs, les mecs, les fans du moi, Thunder, je suis pas d'accord avec toi. Et n'oublie pas ah ouais, quand le même. nombre d'équipes qui sont passées devant. T'as Jerry West qui a dit OK, vous tradez, moi je veux pas, je démissionne. N'oublie pas, tout le monde avait vu, OK, mais qui aurait. Il y a beaucoup de personnes qui avaient vu ça. Je suis d'accord avec toi parce que en plus, je suis fan de l'université où il était, les Kentucky Wildcats. On savait que c'était un top joueur. De là à être MVP de la ligue, Bien sûr, non. voilà. Mais Mais il a aussi. Et tu vois, là, Attends, je te coupe parce que c'est une discussion. Alors, je crois que, bah, du coup, tout à l'heure, on parle. Toutes les semaines, on fait la dédicace, mais dans le podcast de Tom avec Quentin, ils en ont parlé. Je crois que c'est eux qui en ont parlé, ou c'est un autre podcast. Je crois que c'est un autre podcast, pardon, mais on les salue quand même. Je voulais te poser la question. Est-ce que chez Gijus Alexander, on va un peu à droite à gauche, mais on reste quand même focus sur le Thunder. Est-ce que chez Gijus Alexander, on le savait fort, mais est-ce qu'il aurait été aussi fort et vraiment un joueur là qui, encore une fois, cette année peut tout gagner individuellement et collectivement? Est-ce qu'il aurait été aussi fort dans un organigramme autre que le Thunder que j'ai salué il y a à peine 2 minutes, tu vois? Et tu vois, et j'écoutais ce débat-là, je crois que c'est des collègues de Rivers, je crois que c'était eux qui ont parlé, et je n'étais pas d'accord avec eux. Parce que moi, je pense que Shea Gilgeous aurait été un très fort joueur, mais n'aurait pas été le joueur ultime qu'il est s'il n'était pas arrivé dans cette équipe-là avec cette construction et cette réflexion depuis des années menée par Presti et donc mise en lumière par Daigneault et donc aussi évidemment par Shea Gilgeous. Tous va ensemble. Et je pense que. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu t'aurais vu chez Gilgeous être aussi dominant dans la NBA en étant resté aux Clippers qu'en étant ailleurs? au Clippers, peut-être pas forcément, parce que le Star System aurait fait que Ouais. on aurait peut-être. Et Tyronn Lue n'aurait peut-être pas donné autant la balle dans son système. Mmh. Je pense qu'il a forcé Marc Daigneault à faire tourner son système autour de lui. Tu m'aurais dit Williams, Chet Holmgren, je pense qu'il serait pas aussi fort sans. Il serait pas aussi mis en avant que à OKC, mais lui, tu l'aurais mis dans n'importe quelle franchise, il aurait éclos. Mais Moi, au point du joueur qu'on voit aujourd'hui, là, qu'on voit depuis 2-3 saisons. Moi, j'ai euh, vraiment un vrai doute, et c'est même pas un doute, j'ai une en fait, certitude que ça n'aurait pas été le cas. alors moi, je pense que alors à OKC, ça fait quand même ça fait plus que 2-3 ans, ça fait depuis son transfert qu'il a pris les choses en main. Je pense qu'il Mmh. a ça en lui, tu vois. Ouais. C'est Mmh. le gars qui a l'habitude de prendre une équipe sur son dos. Aussi fort, non, je pense pas, mais parce que les franchises n'auraient pas construit autour de lui. Ils auraient attendu de voir des choses et ils auraient tradé autour de lui pour lui faire ça. Mais le fait que ce soit une franchise en reconstruction, il a dit ok les gars, maintenant c'est moi le boss et vous faites autour de moi. Ok. C'est ça en fait le seul truc. Mais je reste persuadé que tu le mets dans n'importe quelle franchise, pas de souci. Tu Ok. vois, Bon. toute proportion gardée, Mmh. c'est exactement ce qui s'est passé avec Jalen Brunson qu'ils n'ont pas prolongé à Dallas. Quand il arrive à New York, il fait
Il Ouais, fait la maille. le parallèle s'entend. On va avancer un petit peu. Tiens, moi, je voulais aborder 2 points avec toi pour continuer sur cette Vas-y. question-là Deux du points dans le Thunder. basket, c'est un peu normal. Ouais, oui, tu vois. Et Ou tu vois, ça moi, peut être trois. Hein. non, mais moi, je suis pas. Non, non, moi, je t'ai dit, j'en ai marre des 3 points outrance, donc on va rester sur 2 points. On fera peut-être un 2+1, on fera peut-être un N1. Tu vois? Exactement. Voilà. Moi, je voulais te parler du calendrier. Quand on regarde un petit peu le calendrier du Thunder, ça fait. Alors, on n'est pas là pour faire la mauvaise langue ou tout ça, mais il faut aborder les choses et on aborde sur différents points. On a parlé du coaching staff, on a parlé du collectif, on a parlé de chez Guidius, on peut parler aussi du calendrier. C'est un élément essentiel dans la construction d'une équipe et dans la construction d'une saison de chaque équipe. On sait que tu as des équipes qui ont des calendriers beaucoup plus compliqués que d'autres. Tu as des équipes qui commencent avec un calendrier beaucoup plus simple. Alors oui, à chaque fois, il faut aller gagner les matchs. Oui, l'NBA, c'est très compétitif, mais bon, parfois, c'est un peu plus simple que pour d'autres équipes. Dans les critiques, ou en tout cas dans les petits bémols qui ont pu être apportés par les uns et les autres, que ce soit en France ou aux États-Unis, il y a cette histoire de calendrier qui a peut-être été, on va dire, pas trop compliqué pour cette équipe du Thunder. C'est vrai que quand tu regardes, on va pas faire tout le calendrier, mais globalement, depuis le début de saison, il n'y a pas eu de série avec des grosses teams ou vraiment des gros chocs. Tu vois, tu as le premier match contre Houston en opening où ils gagnent il y a double prolongation, mais c'est un opening. Tu vois, là, moi, j'aimerais bien revoir un Houston, là, par exemple, là d'ici quelques jours. T'as pas de Denver dans le lot, par exemple. Je ne crois pas. Hein. Je regarde à la volée, mais t'as pas de Denver. T'as pas l'air d'avoir, t'as pas de New York, par exemple. Tu vois, on sait que la Ouais. conférence Est est peut-être un peu moins strass et paillettes et moins machin, moins bling bling, mais je te prends les équipes comme ça, tu vois. J'essaie de te prendre les grosses équipes. Alors, est-ce qu'ils ont affronté Détroit? Tiens, je suis en train de regarder. J'ai pas l'impression non plus qu'il y ait eu les Pistons dans le lot. Donc, en fait, tout ça pour te dire que il y a quand même eu beaucoup d'adversaires à la portée de cette équipe-là parce qu'ils ont un effectif très très fort. Tout le monde est à la Est-ce que portée de voilà cette équipe. est-ce que ce calendrier les a pas aussi aidés pour démarrer là avec ce record fou et cette quête, on n'en sait rien, mais en tout cas pour ce côté déroulé très 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 pertinent et performant de cette équipe-là, le calendrier a eu un impact quand même. Oui, Ou pas? forcément. Ouais. Ça a toujours un impact, mais oui, ils ont eu Denver. Non, ils n'ont pas eu Denver, Yannick. Je regarde, mais ils n'ont pas Ah eu non, Denver. non, Hein. non, c'était en pré-saison, pardon. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu les Mavs. Oui, effectivement, ils n'ont pas eu de grosses teams. Mais c'est la NBA. Faut pas oublier que la NBA, tu n'es jamais à l'abri qu'un gars random te sorte le match de sa vie et te plante 40 points. Et eux, Bien ça sûr. leur arrive pas. Ça leur arrive pas. Et je te dis, ils finissent les matchs en troisième quart-temps. Donc, moi, moi, je suis pas. Enfin, ils cruisent. C'est un match de saison régulière. Après, pour revenir à la question, est-ce qu'ils doivent aller chercher? Non. Ils n'ont pas intérêt à aller chercher. Ils doivent Mais aller chercher pourquoi ils n'ont pas intérêt à le chercher? Si, S'ils si. ont un effectif aussi fort que ce qu'on dit depuis le début, ils vont pas craquer en playoff. Tu l'as dit tout à l'heure, personne peut Non, les battre en 7. Donc pourquoi ils doivent pas aller le chercher, ce mais record? tu vas pas perdre de l'énergie juste pour un record. Qu'est-ce qui vaut mieux? En fait, regarde, qu'est-ce qui vaut mieux? Avoir le record des Bulls et gagner le titre, Mhm. ou les Warriors et te faire battre par Ah. un joueur qui est parmi le Un top joueur 100. lambda, t'es un joueur lambda, voilà. Non mais, Mais non, non, mais il y a, non mais il y a en un fait, monde. Il non, faut. mais Non mais attends. souviens-toi juste un truc. La saison des Warriors, ils vont chercher ça et ils vont aller chercher des matchs en fin de match alors que ils ont le first seed. Ils savent qu'ils vont être premiers de la conférence et ils perdent de Oui, mais l'énergie ils perdent dans bêtement. une finale historique et dans un truc qu'on reverra certainement jamais. Il y a un monde Oui, aussi qui existe. oui, Non mais c'est pas noir ou blanc. avec la ligue qui fait tout Oh, pour les faire tomber. bien Oui, je suis sûr, d'accord. bien sûr, les T'es complots. Non, complotiste. mais il y a un monde aussi qui existe où tu peux aller battre et faire péter ce record all-time et après tout dérouler en playoff et gagner le titre.
Tu vois, c'est pas soit j'ai pas le record et j'ai le titre, ou j'ai le record et j'ai pas le titre. Il y a tu vois, tu peux Non aussi mais, tout gagner. non mais je suis d'accord, mais en fait, c'est pas une obligation absolue. Ce que je veux te dire, c'est que c'est pas une Mhm. obligation absolue. Tu vas pas chercher ça euh, comme une obligation absolue. C'est-à-dire que si le record arrive, on va être clair, si s'ils sont à 8 défaites au dernier match, bah, t'essayes de le gagner, mais si tu l'as pas, est-ce que c'est grave? Est-ce que tu penses que là, les joueurs, c'est dans un coin de tête? Ou est-ce que tu Non. vois, c'est un côté tabou? Non, tu penses ils sont dans leur C'est trop saison tôt. et. C'est trop tôt. C'est au mois de mars. Ok. Au mois de mars, février-mars. Tu sais quoi? Quand tous les petits Elliott avec leur casquette au-dessus de la mèche arriveront, oui, votre record, votre record. Eh, mais Je tu voyais pas vois, où tu voulais en venir au début, mais oui, c'est bon, je vois très bien. Ouais, quand les journalistes vont commencer à venir leur poser des questions et leur rentrer dans la tête avec ça, tu vois. mais oui, Mais parce Elliot que le fera pas parce que Elliot est un journaliste de qualité. Et il sait poser les bonnes et- questions. exactement. Et vous verrez ça dans la pastille d'après. Donc Mais Elliot ne pose pas la question parce que c'est notre crédibilité qui est en jeu. oui, oui, ouais, pose la question au Ousmane Dieng, mais pose-la en français, pas en anglais. Donc, mais non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en Oui, bien fait, sûr. ça, ce genre de choses, c'est plus dans le côté autour que dans le côté d'équipe. Il n'y a aucun joueur qui rentre sur un terrain pour ne pas gagner. Oui, bien sûr. Donc, eux, ils vont vouloir gagner tous les matchs. Je connais Ok. pas un joueur qui veut pas faire 98-0. Je connais pas. Tout le monde veut faire 98-0. 82-0 plutôt, non? Parce que 98, il y a déjà. Et les, Ah, tu parles des et playoffs, les, tu parles des playoffs. Ok. Oh, le coquin. Le ouais, coquin. mais attends, gars, non, mais voilà. En fait, tu vois, c'est Le pour ça que coquin. t'es fan de LeBron et que Mais moi, on je suis. parle de. Oui, mais je te parle d'un record en saison régulière, Yaya. Toi, tu me parles de saison régulière plus playoff. Bah oui, mais forcément, Eh tout le oui, mais monde, oui, je en te parle fait, de régulière. On est au mois de décembre, Yannick, hein. On parle de moi, régulière. et je vais te dire un truc, si j'avais des genoux, je jouerais en département, je voudrais gagner tous les matchs. Mais oui, non, mais ça, je, Et, ça, je comprends et complètement. voilà, et tous, là, Ouais, tu ouais. rentres sur un terrain. Et donc, du coup, oui, ils vont vouloir, avec la saison qui avance, effectivement, là, ils sont à 24-2 maintenant, C'est ça. mais ils seraient à 24, ça change rien pour eux. Eux, ce Ok. qu'ils veulent, c'est le record. Et en plus, Tiens, l'avantage, c'est que même avec le même nombre de défaites, ils peuvent avoir plus de victoires. hmm. Dernière question, tiens. Je voulais te Ouais. lancer là-dessus, tiens. Alors, vite fait, hein, parce qu'on est un gros podcast déjà, bon, comme chaque semaine, hein. On entend voir, ça veut rien dire ça. On peut voir ou on entend dire, bon, c'est sur les réseaux, donc on va pas y mettre un impact important, mais on sait que tu sais, ça c'est très français, c'est très propre ça aussi pour un podcast, Ouais. que les équipes, tu sais, qui deviennent trop dominantes, trop performantes, vont vite être mal aimées ou être détestées dans la sphère NBA, je vais dire large, tu vois, je veux dire la communauté de fans, d'observateurs, les réseaux et tout ça. Ouais. Est-ce qu'on y prête un quelconque intérêt ou on se dit non mais c'est bon, ça c'est juste des mecs, ils sont saoulés, ils sont jaloux, c'est des frustrés de la vie, ou on peut comprendre le côté ouais non mais vous êtes trop dominant donc vous avez cassé la concu, vous avez cassé un petit peu le côté de pourquoi on suit la NBA parce qu'on ne sait jamais qui va gagner le titre et là en fait on sait que vous êtes parti pour des années à dominer parce que vous êtes une équipe jeune, parce que vous êtes une équipe performante, parce que vous avez encore des tours de draft à l'appel. Est-ce que, est-ce que Oklahoma City peut devenir une de ces équipes détestées en NBA? Oui, mais pas cette année. Parce que ils ont un côté sympathique parce qu'ils sont jeunes, ils sont fun et ils ont pas de, tu sais, ils ont pas le joueur que tu as envie de mettre, à qui tu as envie de mettre des calottes. Ils ont pas le Dylan Brooks, tu vois. Ils ont pas de Dylan Brooks C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. et ou Non de mais, Grayson Allen ou de LeBron James. Oh, pardon. oh, allez, arrête, arrête. On va arrêter ce débat-là parce que là, ça part en vrille. Mais non, mais est-ce que toi, tu vois, si cette équipe devient genre l'équipe qu'on peut plus voir, tout ça, toi, t'en penses Non, je quoi? pense pas. On Non, s'en non, fout. Non, mais non, on s'en non, fout.
Parce qu'en fait, Non, mais si si tu elle le veux, devient, si elle le devient, on s'en fout, honnêtement. Ou est-ce non, que toi, ça te saoulerait de côté, ouais, mais en fait, ça sert à rien de regarder la saison parce que tu sais qu'en 2027-2028, ils vont encore tout gagner, tu vois. non, parce qu'en fait, le problème, c'est que 82 matchs, tu peux toujours, il y a toujours des trucs sur 82 matchs, il y a des choses Ouais, que tu t'attendais pas. Et, et ça, le côté, en fait, il a un côté sympa, chez Guidius. SJ. Ouais. Ouais, oui, oui. Bah, déjà, il est canadien, Ouais, donc déjà, ça aide. oui, oui. Et comme disaient les Américains, tu le bouscules et il s'excuse. Ouais, Donc, c'est tu vois, ça. il est sympa. Mais non, pour moi, c'est pas ça le. Ce qui peut les. Tu vois, ce serait un truc qu'on. Ils sont pas arrogants non plus, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est Tu vois, vrai. ils ont pas l'arrogance du champion, tu vois. C'est pas les Lakers, tu vois, du Free Pit. Les Lakers du Free Pit, là, tu savais que c'était eux qui allaient gagner. Comme les Bulls, tu savais que c'est eux Non, qui mais allaient t'as vu gagner. les égos, mais t'as vu les égos qu'il y avait dans les équipes que tu cites. Je te dis pas qu'ils ont pas d'ego au Thunder, mais t'as vu tu parles de Kobe, Ah oui. tu parles de Shaq, tu parles des mecs, c'est même plus des Mais melons, regarde, tu vois. regarde, les Spurs qu'on dominé pendant 20 ans, il n'y avait pas ce côté, en fait, détestation. Alors, ok, ils faisaient pas, ils ont jamais fait de back-to-back, mais ils ont su faire un truc Mhm. qui était fun. Mhm. Les Donc, Warriors, à une époque, les gens ont commencé à en avoir un peu ras-le-bol, tu vois. Alors, il y a eu aussi parce l'arrivée de que, KD qui a pas aidé dans ouais, le côté super c'est team, mais c'est l'arrivée de Durant qui n'a pas été comprise. Moi, je vais te dire, l'arrivée de Durant ne les a pas rendus moins sympathiques. ok. Après, c'est un cheat code, c'est un cheat code. Oui, oui, oui. Bon, après, c'est quoi? C'est deux titres sur l'histoire de la NBA, c'est pas non plus. Toi, avec KD, hein, je parle bien. Tu vois. Oui, oui, 2 titres en 3 saisons. Oui, non, mais tu vois, à l'échelle de la NBA, finalement, c'est peu. Ouais, mais Sur c'est. 60 ou 80 ans de NBA, quasi, tu vois. Mais tu vois, en revanche, je pense qu'ils ont laissé une trace dans l'histoire Ouais. que OKC aura du mal à égaler. Ouais. Ok, Parce bon, que c'était un jeu, mais ils ont changé la NBA. bah, parce que tu avais un joueur qui changeait la NBA, et Shai Gilgeous-Alexander, avec tout le respect qu'on a pour lui et tout son talent, n'est pour l'instant pas un changeur de jeu, on va dire, tu vois, dans le côté révolutionnaire qu'a pu être Steph Curry. Ouais. Euh, donc, ok pour ce débat. Pour toi, ils doivent pas nécessairement aller le viser. Là, moi, je pense que si sur les futurs temps de passage, pour reprendre l'expression du début de débat, ils y sont toujours, faut qu'ils y aillent parce que il n'y a pas de raison. Alors, on verra les blessures et tout ça, mais en fait, quand tu sais pas, tu sais jamais, regarde, Tyrese Haliburton au match 7 en finale, personne pensait qu'il allait se faire le tendon, tu vois. Donc, en fait, à la dernière seconde du dernier match de la saison régulière ou des playoffs, tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, si tu as l'occasion d'aller faire péter ce record-là, bah, moi, je te dis, vas-y. Voilà. Donc, mais Oui, mais encore une fois, si t'es, non, pas tout de suite, pas à mais tout si tu prix. es sur les temps de passage, il n'y a pas de raison, vas-y en fait. Et oui, si sur les 5 derniers matchs, il faut que tu te pousses un peu, moi je te dis vas-y. Voilà, c'est tout. Oui, Mais, je, je mais bon. suis, euh, je, je suis d'accord avec toi, mais pas à tout prix. Non, non, pas à tout prix, évidemment. Voilà pour cette discussion-là. On sera certainement, même, on va être amené à reparler du Thunder, évidemment, dans cette saison régulière. On va conclure avec le petit agenda de la semaine, très vite, avant de retrouver Elliot. Moi, j'ai coché un match pour faire écho avec la semaine dernière et cette semaine, évidemment, dans l'émission. Bah, c'est la finale de la Cup. La saison Ouais, régulière continue, évidemment. Il y a des matchs quasi tous les soirs, si ce n'est tous les soirs. Moi, je vais quand même prendre ce match-là, le San Antonio-New York. Donc, dans la nuit de mardi à mercredi, c'est à 2h30 sur Prime Video. Voilà, moi, voilà, l'occasion est belle de voir Victor avec un trophée ou de voir les Knicks depuis 5 ans, plus de 50 ans avec un trophée. Et même ces deux équipes sympas, on en a parlé. Donc, ça aurait été notre affiche. Toi, je l'aurais peut-être pas pris en choix parce que il y a des équipes qui m'intéressent moins, même si là, les 4 équipes qui étaient demi-finalistes sont cool. Mais cette affiche-là a de la gueule. Donc, voilà. Moi, je coche ce match-là. complètement, je valide. Ouais, bon, nickel. Et voilà, donc on a fait très très court sur l'agenda parce qu'on a fait très très long sur le reste de l'émission. Donc, Oui, donc voilà, dégraissé. c'est ça, mais bon. On va retrouver Elliot dans quelques instants pour la chronique Elliot and One, quatrième épisode
en interview avec Maxime Reynaud. Donc, grosse exclusivité à écouter là. C'est uniquement sur le podcast N1 et c'est uniquement avec The Playoff que vous retrouvez ça. Donc, merci Yannick déjà pour l'émission. Ben, avec plaisir, c'est toujours top de discuter de notre passion. Bah ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast N1 évidemment. Elliot, c'est tout de suite avec Maxime Reynaud. Bonne journée, bonne soirée, bonne semaine basket. Allez, ciao. Ciao. 42e pick de la draft 2025 après être sorti de Stanford, rookie devenu titulaire, j'ai parlé avec Maxime Reynaud pour ce 4e épisode d'Elliot N1. Elliott by himself and one. And it's up to 9 with 104 remaining. Salut tout le monde, c'est Elliot. Les Kings de Maxime Reynaud étaient en déplacement dans l'Indiana lundi dernier. Et avant le match, lors du shoot-around, j'ai eu la possibilité de parler avec le pivot français. On a abordé pas mal de sujets ensemble. Discussion très intéressante d'un peu plus de 6 minutes que je vous laisse écouter en entier maintenant. Et si vous voulez retrouver les autres contenus sur Maxime Reynaud, notamment les interviews de son coach, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux de The Playoff et sur ma chaîne YouTube Elliot Caillot. Maxime Reynaud en grand format en français, c'est parti. Tu as été titulaire au dernier match. Comment tu l'as appris? Comment ça s'est fait le matin, avant le match? Ça s'est organisé? Non, ça fait quelques jours avant. Ça faisait déjà quelques matchs que c'était un petit peu dans la tête des gens et dans les discussions. Et puis quand on est arrivé à Miami, il me semble que ça doit être 1 ou 2 jours avant, j'étais dans j'étais dans l'ascenseur avec le coach. Il m'a juste dit juste sois prêt, on va te starter dans 2 jours. Et ouais, c'était comme ça. Puis après, opération régulière, shoot-around, vidéo, etc. C'est cool, je pense que c'est une certaine récompense de ton travail. Et en plus de ça, c'est un petit boost en confiance. Mais après, ça vient aussi avec plus de responsabilités. Apprendre à connaître les starters un petit peu mieux et savoir ce que eux aiment et comment est-ce qu'ils veulent avoir la balle, leur screen, etc. Mais c'est un message positif. Zach a pris le ballon de match, puis après il te l'a redonné. Ouais. Tu sais ce que tu vas en faire? Déjà on le rend à chaque fois en fait parce que c'est le même qu'on fait à chaque fois, mais enfin c'est juste un petit clin d'œil. Il en a mis 42 dont presque 30 en première mi-temps. Je pense qu'il aurait pu le garder pour lui, mais c'est un mec cool et encore une fois ça montre un petit peu son état d'esprit unselfish et il veut que l'équipe il veut faire du bien à l'équipe en fait. Donc moi je trouve ça cool et ça me plaisir. Est-ce que tu as déjà eu un moment où tu t'es dit ça y est, j'y suis en NBA, genre tu as affronté un mec, tu t'es dit ah ouais, ça y est? Non, même pas. En vrai, c'était pendant l'été. Il y a un moment, je suis venu shooter et moi, tu vois, j'envoie un message à mon coach. Je dis j'ai envie de shooter 45 minutes, juste un petit truc light, sentir la balle, etc. J'arrive dans la salle, il y a 9 gars qui viennent prendre mes rebonds. J'ai un peu paniqué. Et genre, je suis là, je commence à tirer du corner et je regarde autour de moi. Je me dis, il y a 9 gars qui prennent des rebonds, il y a 5 balles sur le terrain, je suis tout seul. Genre, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est un peu le moment, je fais waouh. Et après, sinon, le gars qui m'a un peu fait réaliser que c'était réel, c'est le premier match qu'on joue à Denver contre Jokic. C'était incroyable. J'aimerais bien que tu me parles un peu de Russell Westbrook. Ouais. Vous êtes du coup un peu introduit dans le starting five, enfin lui depuis un peu plus longtemps. Comment tu juges ta chemistry avec lui sur le terrain et en dehors? Je pense déjà c'est un gars qui a énormément d'expérience en NBA, donc c'est un vet super cool. En règle générale, tu vois, il t'envoie toujours faire 2-3 missions pour lui, mais ça crée un petit peu un lien. Il est très extraverti, il va beaucoup parler, il va beaucoup te conseiller. Donc ça, en fait, moi, juste ça m'aide, c'est juste de poser des questions et de savoir. C'est un très bon passeur, donc savoir où est-ce que tu veux que je sois ouvert, où est-ce que tu veux que je te mette tes écrans, etc. Et du coup, en fait, on communique énormément comme ça. Et au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure des entraînements, tu as une certaine trust qui commence à se développer. Et ça s'est fait naturellement, mais c'est un gars super. Donc, Est-ce qu'il y a un élément concret sur lequel il t'a vraiment aidé ou il t'a donné un conseil précieux? il m'a juste littéralement dit, dès que tu attrapes la balle et que tu es proche du panier, tu la tires en fait. Et même si je pense que c'est un peu pour lui les assists, moi à la fin ça m'a juste donné beaucoup de confiance. Et en fait c'est naturellement, plus tu joues avec lui, plus tu comprends ses tendances. Il aime bien prendre la balle, je sais pas, un peu en haut sur le elbow et d'un coup il va choisir un côté au driver. Et dès qu'il le fait, moi j'essaie juste de me repositionner à l'opposé. C'est pas part directement, les écrans, il aime bien quand je les pose et que je joue d'une certaine manière. Enfin, c'est des choses qui viennent naturellement aussi. Mais encore une fois, il me parle H24 et ça m'aide énormément. Ouais. À quel point tu penses que ton cursus en NCAA, ça t'a aidé dans l'adaptation au niveau de la culture, tout?
Surtout bah déjà, sur la langue, c'est plus facile. Bien sûr. Une fois que je vais en NBA, moi ça fait déjà 4 ans que je suis ici, donc tu vois, j'ai déjà des amis, je sais comment ça fonctionne. J'ai pas besoin d'avoir un temps d'adaptation qui soit trop long. Au niveau de la physicalité, je l'avais déjà ressenti quand j'étais revenu faire les U20 en équipe de France. En fait, la physicalité aux États-Unis, c'est un autre monde. Donc en fait, avoir 4 ans pour te préparer à ça, c'est déjà bien. Après, bien évidemment, la NBA, c'est encore un niveau au-dessus, mais ça t'aide à fond. La manière dont ils travaillent, la mentalité des Américains aussi. En fait, sur tous les points, c'est un super avantage. En termes de physicalité, est-ce que tu as senti un vrai gap entre la NCAA et la NBA quand même? Ouais. Ah, tu joues contre des hommes, quoi. Ouais, c'est quoi qui t'a le plus. Tout le monde. Domas, tous, en fait. Juste, déjà, tu les regardes, les mecs sont énormes. Et en plus de ça, il y a un moment, j'étais sur Valanciunas dans le match contre Denver. Enfin, j'étais un bébé, quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Mais tous, c'est des freaks of nature. Et en plus de ça, c'est des énormes travailleurs. Donc, de manière générale, tu te retrouves avec des buffles, quoi. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, un peu échec, Donjons Dragons? Là, en vrai, ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais, hein, quand on est en train d'enchaîner les matchs. Tu vois, tu prends l'avion, tu repars, t'atterris, t'as film, après tu vas shooter. Nous, hier, on a atterri à 18h, 18h30. On a atterri, après on est venu directement à la salle, on a shooté. Tu rentres, tu manges, après t'as film, t'es KO du vol, donc tu vas direct au dodo. Donc en vrai, quand on est en déplacement, pas grand-chose, juste ça s'enchaîne. À part quand on était à Miami, on avait un peu plus de temps, ça c'était cool, j'ai pu explorer, c'était Art Basel Week en plus, donc c'est sympa. Mais sinon après à la maison, essayer de sortir un petit peu. Il y avait Thanksgiving récemment, donc il y avait une course, un petit 5 km, 10 km pour Thanksgiving, donc j'ai couru ça avec des amis, c'était cool. Et sinon, ouais, juste essayer d'être un petit peu social, de voir des gens et de découvrir l'endroit où je vis aussi, que ce soit Napa, que ce soit Roseville, que ce soit Elk Grove, etc. Il y a plein d'endroits cool à côté de ça quand même. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cet échange avec le pivot français des Kings. Vous retrouverez dès la semaine prochaine l'équipe habituelle pour un nouveau podcast. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines en direct d'une ville iconique de la côte est des États-Unis.